Alors, comment fait-on pour garder une économie stable? C'est un vrai casse-tête, un défi de tous les instants. Au cœur de ce défi, il y a un outil principal que les banques centrales ont progressivement mis au point. C'est justement ce qu'on va décortiquer ensemble. Regardez cette image. Un archer qui vise des cibles qui bougent tout le temps. Franchement, c'est l'analogie parfaite pour le travail d'une banque centrale. Comment viser juste quand la cible, l'économie, n'arrête jamais de bouger? C'est la question qui va nous guider tout au long de cette analyse. Avant toute chose, il faut qu'on soit bien au clair sur un point. Pourquoi l'inflation est-elle considérée comme un problème aussi fondamental? Parce que son impact va bien au-delà du simple prix du caddie qui augmente. Voilà le nœud du problème. Quand les prix jouent au yo-yo, quand ils sont imprévisibles, comment voulez-vous planifier l'avenir? C'est quasi impossible. Les entreprises se demandent si c'est le bon moment pour investir. Les ménages peinent à épargner efficacement. Et toute cette incertitude généralisée, ça pèse. Ça agit comme un énorme frein sur la croissance. Sur ce point, la plupart des économistes sont d'accord. Donc face à ce fléau de l'incertitude, les banques centrales se sont lancées dans une sorte de quête. La quête d'une boussole, d'un point de repère fiable et stable pour pouvoir naviguer et guider leur politique monétaire. Et cette boussole, ça porte un nom un peu technique, un ancrage nominal. Mais l'idée derrière est assez simple et surtout très puissante. Le principe, c'est de se fixer sur une variable économique claire, connue de tous. En s'y accrochant, la Banque centrale envoie un signal fort, elle guide les attentes de tout le monde et du coup, elle arrive à stabiliser les prix bien plus efficacement. Au début, on a essayé deux grandes stratégies. D'abord, arrimer sa monnaie à une autre, plus stable. Ça marche un temps, mais ça vous lie les mains et ça vous rend très vulnérable aux crises financières. L'autre idée, contrôler la quantité totale d'argent qui circule. Sauf que, dans les années 80, on s'est rendu compte que le lien entre cette masse monétaire et l'inflation n'était plus du tout fiable. Bref, il fallait trouver autre chose. C'est justement de ces limites qu'une toute nouvelle idée a émergé. Une stratégie qui allait complètement changer la donne et devenir la nouvelle référence pour de très nombreuses banques centrales. Ce qui est assez fou, c'est la vitesse à laquelle cette idée s'est propagée. On est au début des années 90, la Nouvelle-Zélande se lance. Et puis, c'est une véritable vague. Le Canada, le Royaume-Uni, la Suède, et juste après, le mouvement gagne les pays émergents. Une petite révolution ensemble. D'accord, mais alors, c'est quoi exactement ce fameux ciblage de l'inflation? En fait, le concept est d'une simplicité désarmante. La Banque centrale dit haut et fort, notre objectif, c'est une inflation de 2%, par exemple, et elle s'engage publiquement à tout faire pour atteindre cette cible. L'objectif n'est plus indirect, il est clair, net et précis. Il y a une expression qui décrit ça parfaitement, la liberté surveillée ou discrétion sous contrainte. D'un côté, il y a la contrainte, la règle stricte, la cible d'inflation, et de l'autre, il y a la liberté, la Banque centrale a carte blanche sur les moyens à utiliser pour y arriver. C'est vraiment cet équilibre entre rigueur et souplesse qui fait toute la force de l'approche. Bon, le principe est clair. Mais en pratique, comment ça se passe? Au jour le jour, comment une banque centrale met-elle tout ça en musique? En gros, ça se passe en 3 temps. D'abord, on annonce la cible. C'est public, ça fixe les idées. Ensuite, et ça c'est fondamental, la Banque centrale ne réagit pas à l'inflation d'hier. Non, elle anticipe, elle agit sur la base de ses prévisions d'inflation. Et enfin, la communication. La banque explique tout, ce qu'elle fait, pourquoi et si elle est dans les clous. La transparence, c'est la pierre angulaire du système. Cette citation résume parfaitement l'idée. C'est simple. Quand tout le monde comprend où va la Banque centrale et pourquoi, son action devient 1000 fois plus efficace. Moins d'incertitude, c'est plus de confiance. Et la confiance en économie, c'est de l'or. Alors, pour mettre ça en place, il y a toute une série de questions très pratiques. Quel indice de prix suivre? Est-ce qu'on vise un chiffre hyper précis ou une fourchette un peu plus large, comme entre 1 et 3%? La plupart du temps, on choisit la fourchette, c'est plus souple. Et puis bien sûr, il faut décider du niveau de cette cible et à quel rythme on veut l'atteindre. Très bien, tout ça c'est la théorie. Mais la grande question c'est, est-ce que ça a marché en pratique? Maintenant qu'on a plusieurs décennies de recul, on peut commencer à tirer un bilan. Et le bilan, il est globalement très positif. Dans les pays industrialisés, le résultat est spectaculaire. Une inflation basse et stable s'est installée durablement. Du côté des pays en développement, c'est aussi très encourageant pour maîtriser des inflations galopantes. Bien sûr, il reste des défis, notamment la tentation pour les gouvernements de faire pression sur la Banque centrale pour financer leurs déficits. Prenez le Chili et Israël, c'est un cas d'école. Au début des années 90, ils se battaient avec une inflation de près de 20%. En adoptant cette stratégie, ils ont réussi à faire redescendre ce chiffre autour de 3%. Et le plus fort, c'est qu'ils l'ont fait sans plomber leur croissance économique. Une preuve assez éclatante de l'efficacité de l'approche. Mais attention, le parcours n'est pas un long fleuve tranquille, surtout pour les économies émergentes. Chez elles, c'est plus compliqué de prévoir l'inflation. Les variations des taux de change ont un impact bien plus direct. Et puis il y a ce problème récurrent de la dominance budgétaire, quand le politique fait pression sur la Banque centrale, ce qui est l'exact contraire de la lutte contre l'inflation.
Et pourtant, et c'est peut-être ça le plus intéressant, même avec toutes ces difficultés, le simple fait de s'engager dans cette voie, ça force des changements positifs. Ça oblige à plus de transparence, ça impose une meilleure discipline budgétaire et ça renforce l'indépendance de la Banque centrale. Finalement, le voyage est presque aussi important que la destination. Ce qui nous amène à une dernière question, une question fondamentale pour l'avenir. Ce système a été pensé pour le monde d'hier. Mais aujourd'hui, avec des chocs économiques complètement nouveaux, imprévisibles, est-ce que cette approche peut encore fonctionner ? Notre archet pourra-t-il continuer à toucher sa cible ? C'est sans doute le grand défi qui attend les banques centrales dans les années qui viennent.